Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va essayer de démystifier la création d'entreprise qui fait si peur à tant de freelance. Et pour ça, j'ai la chance d'inviter Corentin. Comment tu vas, Corentin? Salut Alexis, ça va et toi? Bah nickel, écoute, c'est trop cool de t'avoir parce que du coup, c'est mon expert comptable depuis 5 ans maintenant qui va pouvoir répondre à toutes nos questions. Et justement, on peut commencer par quel est le commencement quand on veut se lancer dans une création d'entreprise? Par où il faut commencer? Déjà, je te dirais pour commencer, déjà réfléchir à ton idée, à poser en fait ton projet clairement de ton côté. Étudier le marché par exemple, regarder les différents concurrents, les différentes offres que tu peux avoir aussi, toi comment te démarquer. En plus de ça, je dirais cette partie un peu plus étude de marché et vraiment en fait travailler sur ton offre. Il y a la partie aussi financière où là tu vas travailler sur ce que nous on appelle le business plan, le prévisionnel, où on va travailler sur, en général, c'est sur 3 ans, où on va tout simplement essayer de regarder, bah voilà, à partir de temps, j'ai besoin de verser un salaire, j'ai besoin d'embaucher par exemple, Carrément. de faire appel peut-être à d'autres prestataires, ça peut être investir dans du matériel ou autre. Enfin, voilà. En fait, ça va permettre vraiment de voir sur du moyen, du long terme aussi tes besoins et si justement ton offre de départ, est-ce qu'elle subvient justement pour la expérience. J'ai eu le cas où tu as des personnes qui ont un super projet, sauf qu'on se rend compte que dès le début, au bout d'un an par exemple, en fait, ton TGM, le taux moyen journalier ou ta presta que tu veux vendre, c'est pas assez, c'est pas Ouais, suffisant. Donc voilà, donc ça c'est super important parce que peut pendant un an fonctionner très très bien et se rendre compte qu'en fait on est limité pour la suite et soit on doit freiner sa croissance, soit on doit réfléchir. En fait, on repart quasi à zéro. Ouais, donc ça, c'est des choses vraiment à anticiper. Carrément. Tout ça, ça se fait avant la création de ton entreprise. Parce que justement, est-ce qu'on a l'occasion de le faire pendant la création? Je me rends pas compte combien de temps ça prend une création d'entreprise, en semaines ou en mois peut-être, je me rends pas compte. Ouais, alors moi je conseille c'est de le faire quand même auparavant de la création de l'entreprise. Une création d'entreprise, faut savoir, c'est très rapide pour le coup. Ok. C'est assez rapide. On est sur un délai en général d'une semaine, 10 jours. On va rédiger les statuts, préparer le dossier, déposer le capital auprès d'une notaire ou auprès d'une banque, c'est quelque chose qui est obligatoire, récupérer l'attestation de dépôt. En fait, c'est des formalités au fur et à mesure. Et après, une fois qu'on a fait à peu près toutes ces formalités-là, qu'on envoie le dossier auprès du greffe, il y a un délai de 48-72 heures. Donc voilà, une semaine, 10 jours. Donc moi je conseille, c'est oui, de préparer quand même en amont Carrément. cette phase d'études ou autre et pas de le faire au moment venu. Peut-être que tu vas recevoir ton cabis et c'est peut-être trop tard, entre guillemets, où tu as déjà ta société créée, mais tu toujours pas d'activité, tu peut-être pas encore trouvé de premier client. C'est clair. Non, mais c'est clair que c'est engageant en plus parce que, comme tu dis, alors, c'est assez rapide effectivement. Et après, une fois que tu es lancé, bah, du coup, tu as forcément ta société avec un statut, un code APE qui définit du coup l'activité, enfin le type de secteur que tu veux traiter, etc. Donc, il faut avoir une bonne idée en tête, sinon bah, Ouais. ça va te faire des correctifs plus tard. Et on sait que chaque petit correctif, ça peut coûter assez cher rapidement. Et justement, si on parle de prix, combien ça coûte en général une création de société à l'heure actuelle pour un freelance voilà, qui voudrait se lancer avec ce statut? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as tu as plusieurs statuts différents en France. On a, on va dire, deux grandes parties, deux grands secteurs. Bon, on va en parler. Mais on a en fait la micro-entreprise où là, c'est gratuit quand tu ouvres, où tu dois faire ton formulaire toi-même, tu peux le faire en ligne directement. Et là, tu as la partie société, tout ce qui est URL, SASU, SAS ou autre, où là, par contre, effectivement, t'as un certain coût parce que tu as des statuts juridiques, tu as tout cet aspect plutôt rédactionnel qui est à faire. Et en moyenne, il faut compter en moyenne en général à peu près 500 euros. Je sais que ça peut monter aussi plus que ça quand on fait appel du coup à des avocats ou des cabinets plus traditionnels où on va être à oui, au moins 1000 euros à peu près en général. Donc c'est un certain coût, faut le savoir. Nous, par exemple, au sein de l'expertcomptable.com, on offre la création de l'entreprise. On considère que pour démarrer, il faut aussi pouvoir avoir de bonnes bases et ne pas non plus avoir des sommes à dépenser dès le début. Donc nous, on propose d'offrir nos honoraires à nous. Par contre, tu auras toujours, c'est les frais légaux, Bien c'est sûr. obligatoire, Ouais. c'est les frais de greffe quand on dépose le dossier auprès du greffe et l'annonce légale. Bien sûr. Et en moyenne, ça représente 250 euros. Je dis en moyenne parce que ça varie par rapport au statut, mais voilà, à peu près ça. Ok. Donc voilà, dites-vous au minimum 250 et après ça peut varier par rapport du coup à qui vous faites appel justement. Ouais, donc honnêtement, ça va effectivement, en sachant effectivement qu'il faut pas faire de bêtises à ce moment-là, parce que sinon, Oui. les modifications, ça coûte pareil, un petit 500 euros. J'ai déjà eu l'occasion pour une adresse, ça peut faire assez mal. Pareil pour les clôtures de société, etc. Donc effectivement, ouais, lancez-vous sereinement, mais ça va. Le prix est quand même assez abordable quand tu es serein sur ton activité. Et justement, tu commençais à évoquer les différents statuts. Quel est le meilleur statut potentiellement pour un freelance, en sachant que du coup, on n'a forcément pas tant de charges que ça. On est quand même, voilà, assez serein sur notre activité puisque c'est que des revenus en général. Enfin, on a quand même beaucoup de bénéfices par rapport à notre chiffre d'affaires. Quel est le plus optimal là-dessus et qu'est-ce que tu as à nous conseiller? Alors, on me pose souvent cette question en plus. Bah oui, C'est forcément, la c'est question de c'est base. normal. Mais je dirais, il n'y a pas de meilleur statut, on va dire, comme ça. Je peux pas dire, voilà, faut partir en SASU, faut partir en micro ou autre.
Ça va dépendre vraiment en fait du besoin de chacun. Clairement en fait chaque statut peut être le meilleur par rapport à la personne. Moi je conseille toujours c'est de faire le point, de faire des simulations, de prendre le temps de regarder parce que très souvent en fait on connaît des gens qui se sont lancés aussi. Ça je l'ai aussi Bien sûr. d'expérience ou bah parce que son copain est sous tel statut, c'est le meilleur statut pour lui Ouais. aussi. Quelquefois c'est vrai, je dis pas le contraire, mais souvent ça paraît être le bon statut, mais c'est peut-être pas le plus adapté par rapport à tes besoins. C'est simple, ça peut être comme tu parlais, si tu as un chiffre d'affaires récurrent, que tu sais déjà du coup combien tu peux avoir du coup à l'année ou même mensuellement, ça te permet comme ça de pouvoir déjà chiffrer et après aller justement sur les différents statuts pour voir qu'est-ce qui serait le plus avantageux. Donc voilà, tu as ton besoin de rémunération aussi. Si tu as besoin de prendre un salaire ou autre, tu as des statuts qui vont être peut-être plus avantageux que d'autres. Tu as le besoin de protection sociale. On n'en parle pas assez, mais chaque statut n'a pas la même protection sociale aussi. Donc, par rapport à tes besoins, on va aussi choisir en fonction. Je pense aussi aux différents frais, aux dépenses. Tu as des dépenses, ok, peut-être que tu as un statut de société plus intéressant que la micro-entreprise. Donc voilà, tu as vraiment plusieurs critères, tu as plusieurs alertings qui peuvent du coup t'amener vers des statuts plus ou moins adaptés pour toi. Mais voilà, il n'y a pas de statut en tout cas Bien où sûr. on se dit c'est le meilleur en France à l'heure actuelle. Ouais, carrément. Pour moi, raconter rapidement, donc ça fait 7 ans que je suis freelance et du coup, j'ai fait 2 premières années en micro parce que je voulais vraiment la simplicité administrative, forcément le plus simple de chez simple. Et ensuite, du coup, une fois que mon activité était bien établie, du coup, je suis passé en société. Et donc, c'est là où justement j'ai pu faire appel à vos services, qui sont d'ailleurs plutôt très bien, hein. Ça m'a rassuré direct, etc. Parce que justement, je voulais un accompagnement d'entrée de jeu pour m'orienter vers le bon statut, pour ensuite faire la création, pour ensuite faire la comptabilité, etc. Est-ce que pour toi, c'est obligatoire d'avoir un comptable justement dans ces cas-là? Pour le coup, moi, la question ne s'est pas vraiment posée, hein. Je voulais vraiment ne pas faire de bêtises et être sûr de ce que je faisais. Mais ouais, dans quel cas c'est obligatoire? Est-ce qu'il y a des cas où ça ne l'est pas? Ou en tout cas, c'est limite pas conseillé peut-être? Alors, c'est très bien, il faudrait que tout le monde soit comme toi. Ouais, c'est ça, évidemment, dans l'idéal. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que légalement, en fait, un expert comptable n'est pas obligatoire, même pour les sociétés. Ouais. Il faut le savoir. Bon, par contre, après, c'est vraiment recommandé d'être accompagné, et surtout quand on est en société où là, tu as quand même beaucoup plus de formalités à réaliser, bilan de fin d'année, entre autres, par exemple, où moi, je conseille d'être accompagné. Après, comme tu disais, il y a peut-être des statuts, il y a peut-être des moments où forcément, tu as peut-être moins besoin. C'est tout bête, hein. Peut-être qu'au démarrage de ta micro-entreprise, si tu es en micro-entreprise, tu déclares à l'URSSAF, c'est soit tous les 3 mois, c'est trimestriel, soit tous les mois ton chiffre d'affaires que tu encaisses sur le compte bancaire. Tu peux le faire facilement toi-même. Après, il y a des personnes qui veulent déléguer et c'est très bien pour eux. Au moins, tu te concentres sur ton activité. Mais je pense que tu as des périodes où tu as des statuts qui vont être plus appropriés justement si tu veux toi gérer cette partie-là. Après, moi, je conseille dès qu'on est en société EURL, SRL, SASU ou SAS, moi, je vais conseiller d'être accompagné dès le démarrage parce que on a des questions. Typiquement, tu vois, on parle de la création d'entreprise. Déjà, à partir de là, faire la création tout seul, c'est quand même pas le plus simple. Et après, tu as toujours des questions. Qu'est-ce que je peux déduire comme dépenses? Comment je fais pour me verser mon salaire? Enfin, voilà. Des questions qu'on a naturellement et je pense que du coup, Ouais, tu le sais. t'en as subi quelques-unes, clairement. Donc voilà, donc non, en vrai, sur cet aspect-là, moi je conseille c'est d'être accompagné dessus. Après, ça dépend vraiment du statut, vraiment au démarrage. Niveau administratif, c'est que, enfin, moi je recommande évidemment parce que ça enlève un stress, ça permet de se focaliser justement sur son activité, etc. En termes justement de démarche, quand on prend un comptable, est-ce qu'on a quand même des choses à faire, je sais pas, sur l'URSSAF, pour les impôts, etc. Qu'est-ce qui est automatique, qu'est-ce qui l'est pas dans ces cas-là? Ça va dépendre avec qui tu vas travailler aussi, parce que chaque expert comptable ne propose pas non plus les mêmes services ou peut-être avec des options. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont vraiment particulières et spécifiques du coup au domaine. Mais clairement, tu le sais, on travaille ensemble. Le but c'est quand même de pouvoir déléguer cette partie administrative et de gérer le moins possible justement pour que tu puisses te concentrer sur ton activité. Clairement, si tu as une offre qui est complète, t'es pas censé faire tes déclarations de TVA, t'es pas censé avoir la relation avec les impôts, t'es pas censé faire ton bilan de fin d'année, t'es pas censé envoyer quoi que ce soit à l'administration. Typiquement, nous c'est ce qu'on gère, c'est vraiment de tout gérer pour toi. Ou là, c'est plus simple. Clairement, c'est le mieux à faire. Après, bon, t'as des personnes qui aiment bien un peu gérer eux-mêmes. Ça, je peux le comprendre. J'entends complètement que t'as des personnes qui aiment bien du coup quand même avoir la main sur une partie de la comptabilité, de la partie administrative. Pourquoi pas? Mais moi, de mon point de vue, je préfère pouvoir tout gérer pour mon client que d'avoir une partie qui n'est pas gérée et de devoir demander les documents ou s'il y a une erreur ou autre. Mais en fait, c'est toi qui dois rattraper derrière. C'est bon, bien sûr. Donc, le mieux, et même pour être tranquille, déléguer vraiment l'ensemble de la comptabilité, de la partie administrative, c'est quand même le plus simple. Ouais, 100% aligné. Je valide totalement. Surtout que oui, comme on l'a dit, en fait, le principe, c'est d'éviter de faire des bêtises, de créer des erreurs que tu vas regretter plus tard, etc. Est-ce que justement, si on parle des pièges à éviter un peu, t'aurais des petits conseils, des petites choses où pas mal de débutants tombent dedans et ça vaut le coup de s'y intéresser direct? Ouais, alors, je vais donner une erreur que j'ai quasi tout le temps. C'est plus pour les micro-entrepreneurs avec qui j'échange, qui veulent changer de statut, mais avec qui je parle assez souvent. Prenez un compte bancaire, vraiment séparé du compte perso. Vous avez le droit d'avoir le même compte que le perso. En fait, vous avez le droit de l'avoir au démarrage jusqu'à 10 000 euros de chiffre d'affaires. N'attendez pas les 10 000 euros. Franchement, moi, je conseille dès le début. Pareil. Je pense que tu as connu cette C'est expérience. exactement ça. Ouais. Donc, pour moi, voilà, ça, c'est une erreur. C'est de tout de suite ne pas séparer le pro et le perso parce que c'est tout bête, mais
plus on avance, plus on prend des mauvaises habitudes, comme dans la vie de tous les jours. Carrément. Et après ça, la chose c'est qu'on a du mal en fait à y voir clair. On a son chiffre d'affaires qui rentre, mais on voit pas potentiellement les dépenses. Parce que c'est aussi un alerting pour changer de statut. Quand on vous dit vous avez combien de dépenses, vous dépensez combien par mois, la plupart des gens me disent je sais pas. Bien sûr. Parce que tout est mélangé. Et en fait, pour eux, tout ce qu'ils payent, c'est du perso. En fait, ils se rendent pas compte que c'est pour leur activité. Donc ça, c'est la première erreur que je vois assez souvent. La deuxième erreur, c'est souvent qu'on pense pouvoir tout faire tout seul. C'est naturel aussi. Moi, je sais qu'à titre perso, ça m'arrive aussi de penser que je peux le faire aussi, mais ça marche pas. Mais voilà, sur cet aspect-là, pensez à déléguer dès le début. Même si effectivement, je peux entendre que ça peut être un certain coût, que c'est des frais supplémentaires à votre activité, mais c'est du gain de temps derrière pour vous. Donc en fait, vous le regagnez en fait sur votre activité. Clairement. Donc voilà. Donc ça, c'est les deux erreurs que je vois fréquemment, surtout au démarrage. Pour le coup. Ouais. Alors pour le coup sur la première, je me reconnais très bien parce que alors c'est ce que je conseille justement à tout le monde aussi, c'est d'avoir un compte séparé parce que en fait tu commences à mélanger sinon ton achat de ta baguette de pain du matin avec une facture. Et donc comme tu dis, après on s'y perd totalement dans les dépenses, etc. Et après si c'est pour ensuite changer de compte au bout de 10 000 euros, au bout de quelques mois, etc. En fait du coup t'as perdu l'historique. Enfin c'est toujours un peu complexe. Tu te mets des galères en plus tout simplement. Donc ça vaut pas le coup, autant commencer direct. Il y a pas mal de comptes soit gratuits, soit des options payantes, etc. Donc ça vaut quand même plutôt le coup. Et justement, tant qu'on est dans les services un peu à souscrire pour se lancer, donc on a dit compte bancaire. Est-ce que tu en vois d'autres, peut-être justement plutôt en sécurité? Alors je pense à la mutuelle notamment. Ouais, carrément. En termes de compta, est-ce qu'il y a des outils sympas là-dessus? Complètement. Ouais, c'est une très bonne question en plus de ça, parce que souvent, le retour que j'ai, c'est que les entrepreneurs sont pas assez accompagnés. Ou alors, c'est des manques d'outils. Ou alors, c'est la méconnaissance des outils pour le coup. Sur le marché, en plus du compte pro, c'est d'avoir un outil de facturation. Là, c'est pour les micro-entrepreneurs, je le dis, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Les factures sur Canva, par exemple, Excel ou autre, interdit, ne le faites surtout pas. Moi, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'ils l'utilisent. Prenez un logiciel, il y a des logiciels qui sont gratuits en plus de ça, qui sont certifiés et disponibles. Typiquement, tu utilises Time. Ouais. Time le propose aussi pour les micro-entrepreneurs. Seulement l'outil de facturation, il est gratuit pour les micro-entreprises. Donc franchement, c'est top. Vous avez un grand livre des recettes qui est obligatoire en plus en micro-entreprise. Il y a des outils comme ça qui sont super top. Comme Time au jour le jour, enfin tu l'utilises et je pense que tu vois la différence quand même mine de rien. Donc vraiment équipez-vous en termes d'outils. Tu as parlé de mutuelle par exemple, la protection sociale, très important. On se rend pas compte, oui, même si on paye des cotisations sociales à l'URSSAF, quel que soit le statut, même si bon, ça dépend le statut, il y a une très bonne protection sociale sous un statut de société qui est la SASU. C'est quand même important d'avoir en plus des complémentaires, que ce soit mutuelle, prévoyance, plan d'épargne retraite par exemple, c'est super important. Et après tu as tout ce qui va être assurance. Ça franchement, j'en parle tous les jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart ne sont pas équipés. La plupart des Pro, c'est ça? Ouais, en RC Pro, complètement. La plupart des entrepreneurs n'ont pas d'RC Pro, n'ont pas d'assurance pro. Parce que pour eux, en fait, leur activité, elle est tellement pas à risque, comme on est dans la prestation de service. On considère qu'on a très peu de risques, en fait, sur cet aspect-là. Et on considère que les personnes qui prennent une assurance pro, c'est les activités vraiment qui vont être réglementées, soit avec des risques. Et donc, souvent, j'en ai plein qui ne l'ont pas. Donc moi vraiment je conseille là-dessus et on conseille nous aussi d'être équipés et toi typiquement au sein du cabinet on a des spécialistes là-dessus qui proposent parce qu'en fait t'es pas à l'abri d'une erreur, ça peut aller vite, ça peut être une erreur dans ta presta, ça peut être chez le client, tu fais quelque chose et tu peux, je te dis dans le pire exemple, moi j'ai un client d'expérience, c'est tout bête, il était dans le domaine informatique, je sais pas comment il a fait, c'est une erreur, mais il a supprimé du coup comme une base de données chez le client, pas d'assurance, pas d'assurance, sauf que du coup c'est lui et ça a été prouvé. Du coup, c'est sa société qui a payé. Sauf que bon, voilà, faut avoir la trésorerie après pour payer. Ouais, donc les lui, ça dommages l'a mis à mal. intérêts, Exactement. Ça a mis à mal la trésorerie de la société, même la société tout court. Il a eu du mal quand même à se remettre dessus et à quand même reprendre un peu du coup un nouvel élan avec une nouvelle trésor. En fait, on se rend pas compte, mais ça peut chiffrer assez vite. Ouais, carrément. Donc voilà, donc ça, c'est des points qui sont super importants en plus de compte pro ou autre, l'assurance pro plus la partie prévoyance, la partie complémentaire sociale. Pour moi, c'est des choses qui sont vraiment importants, quel que soit le statut. Ouais, carrément. Pour la RC Pro, tu as cité le meilleur exemple. C'est surtout ce dont j'ai peur. Donc effectivement, là, c'est l'exemple concret. C'est si t'es dev, tu casses le site. Si t'es data, tu casses la base de données, quoi que ce soit. Tant que ça empêche du coup ton client de générer des ventes ou de faire du business, ils peuvent te le rétrograder du coup en termes de dommages et intérêts. Et donc ça peut faire assez mal, voire chiffrer en millions directement. Donc au moins ta RC Pro gère tout ça. Et niveau mutuel, pareil, ça me paraît un indispensable. La prévoyance, effectivement, en plus. Moi, je l'ai pris il y a quelques temps. Je l'avais pas dès le début, mais ça clairement, c'est des choses où si tu as des problèmes de santé, tu peux plus travailler derrière. Donc déjà que tu n'as pas de revenus, si en plus tu dois payer des frais de santé, hospitalier, etc. C'est vrai que c'est quand même assez vite délicat. Donc autant garantir un peu tout ça pour quelques dizaines d'euros par mois quand même, ça vaut quand même le coup. Donc voilà, ça c'est les petites recommandations. Et ensuite, donc si je reviens un peu sur les outils, donc
on les a quand même pas mal abordés. Est-ce que donc tu as des outils à conseiller justement, alors, soit pour le quotidien, soit pour la comptabilité, on a évoqué Time Ouais. tout à l'heure, pour justement un freelance, quelqu'un qui lance sa société, qu'est-ce qu'il doit avoir en tête pour bien gérer son quotidien, quoi? Bah, comme tu disais, pour la partie administrative, je te dirais Time, effectivement, où tu as 2 apps mobiles, une version web, tu as la partie facturation, tu as une partie pour gérer toute la partie notes de frais, dépenses, tu peux prendre en photo avec ton téléphone. Très pratique, en plus, c'est Ouais, synchro avec ton compte bancaire. ça c'est cool. Ça, c'est vraiment bien. Et dès que tu mets une facture dessus, la version papier, tu peux la mettre à la poubelle. C'est certifié par les impôts. Clairement, c'est du gain de temps pour toi. Donc ça, c'est la partie administrative. Après, en termes d'outils, bon, ça va dépendre de ton domaine, mais c'est vrai que très souvent, de manière générale, moi, je conseille, c'est d'avoir du coup, que ce soit Calendly ou autre pour la prise de rendez-vous. En vrai, ça, c'est important. Même pour toi, d'un point de vue agenda, ça te permet quand même de mieux t'organiser aussi. Et du coup, moi, j'utilise Notion aussi, par exemple. Après, ça dépend, hein. Moi, j'ai des personnes qui n'aiment pas et qui aiment, enfin, comme tout, hein, on aime ou on n'aime pas les logiciels. Moi, Notion, j'utilise vraiment au quotidien. Ça me permet vraiment de tout mettre en termes de projet, en termes d'écriture. Je centralise tout dessus pour le coup. Donc même en termes de projet, en vrai, je trouve ça vraiment pas mal. Ouais, c'est grave pratique, ouais, carrément. Donc moi j'utilise Notion typiquement. Après un autre outil, hein, clairement pour moi il est indispensable, hein, c'est LinkedIn. Ok. On se rend pas compte mais on peut Je vraiment. pensais que tu allais dire ChatGPT à ce moment-là. C'est- Indispensable, C'était je me l'autre, dis, oh, il va le sortir. c'était l'autre point aussi. Mais non, ouais, LinkedIn en vrai en premier en termes de vraiment de réseau pro. Carrément. Avec l'abonnement premium, vous avez Sales Navigator, enfin, on peut prospecter, enfin, c'est quand même du coup, pour moi, non négligeable à l'heure actuelle, surtout en plus quand tu es indépendant. Il faut y aller quand même du coup sur cette partie-là et aussi Carrément. sur la partie plutôt visibilité, on se rend pas compte, mais c'est super important. Et bah, du coup, tu l'as annoncé aussi, hein, mais l'IA, hein, Ouais, forcément. ChatGPT entre autres, qui quand même te regroupe quasi toutes les fonctionnalités d'IA. Et ça peut être pour les besoins, typiquement, moi je sais que j'ai testé Claude par exemple Ouais, aussi pour bah, très bien aussi. l'écriture. Enfin voilà, ça dépend vraiment les besoins, mais l'IA en général maintenant, oui, si on peut l'intégrer dans le but vraiment de vraiment soulager les tâches Bien sûr. et gagner du temps, ouais, clairement, oui, tu peux avoir de la plus-value quand même sur ce que tu fais. Ouais, carrément. Et surtout, ça, c'est des outils potentiellement où on peut les déduire du coup en société, enfin, Ouais, les acheter, les complètement. louer tout à fait en société. Donc, ça vaut le coup effectivement de s'intéresser à des petits outils comme ça, à une vingtaine d'euros en général, Oui. qui peuvent vraiment te débloquer un peu ton quotidien. Et pour finir, je pense, est-ce que tu peux nous donner des petits tips pour optimiser sa fiscalité justement? On n'a pas évoqué cette partie dans le choix des statuts, etc. Est-ce que justement il y a des options à cocher entre guillemets, il y a des choses à faire pour optimiser ton statut au max et du coup bah, avoir la meilleure situation possible? En termes d'optimisation au niveau fiscal, en fait, on pense toujours qu'on va pouvoir sortir tout et n'importe quoi et on va gagner de l'argent vraiment énormément. Carrément. Il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours des choses à faire pour fiscalement y gagner et c'est normal. Enfin, légalement, tu peux toujours faire des choses. On a parlé juste avant, les dépenses. On n'y pense pas comme ça, mais c'est tout bête. Mais toutes les dépenses qu'on peut passer sur la société, bah, c'est pas de l'argent qu'on sort à titre perso. Carrément. Donc ton pouvoir d'achat augmente quand même indirectement. Un loyer sur ta société. T'es chez toi, le loyer, le loyer, la société est à ton domicile, tu peux passer un loyer avec internet, électricité, enfin tous les frais, ce qu'on appelle les frais mixtes. Pareil, en fait, c'est une somme que tu vas pouvoir récupérer toi aussi à titre perso en parallèle. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc tu as cet aspect-là. Fiscalement, après, bah, ça va dépendre du statut juridique, mais tu as la rémunération. Fiscalement, on peut jouer entre l'impôt de ta société et l'impôt sur le revenu, à se stopper à une certaine marge pour éviter du coup les différentes tranches d'impôt sur le revenu. Ouais, carrément. Donc ça, c'est aussi des choses sur lesquelles on va pouvoir jouer. Et après, en termes fiscal, si on parle vraiment du coup d'optimisation, je sais que beaucoup sont en train d'y penser, je pense, derrière la vidéo, bah, c'est tout ce qui va être du montage, tout ce qui va être créer une holding, créer une SCI, par exemple, où là, oui, on va faire des régimes mère-fille, on va pouvoir faire de l'optimisation fiscale, remonter de l'argent facilement et éviter que ce soit de l'imposition Bien classique. sûr. Donc voilà, donc c'est des choses qui sont complètement possibles. Et après, moi, je conseille toujours, par exemple, pour ce type de montage, vraiment d'en parler et de voir quel moment c'est le mieux en fait. Ouais. J'ai des personnes, moi, ils ont même pas créé la première société qui veulent déjà faire le montage. Ça peut être intéressant parce que ça dépend de ton projet aussi. Ça dépend de ton besoin et de ta première structure. Donc, il y a plein de choses comme ça. Moi, je conseille, c'est d'être accompagné sur ça et d'en parler parce que quelquefois, tu vas créer une SCI, tu vas créer une holding. Ta SCI, tu l'auras créée, tu n'auras pas de bien dedans. Tu vas avoir une SCI ouverte, tu vas devoir payer des frais pour rien. Parce que bah, tu as un bilan à faire en fin d'année quand même. Enfin voilà. Il y a quand même des frais en plus. Une holding, pareil. Donc, réfléchir à ça, ça évite quand même d'avoir des frais supplémentaires au démarrage. Donc voilà, juste trouver le moment le plus propice, mais c'est un moyen aussi d'optimiser fiscalement. Ok. Bah écoute, trop bien. Et justement, donc, tout cet accompagnement et ces questions à se poser, justement, moi je les ai posées en amont et je sais que tu es dispo justement pour répondre à ces questions-là, parce que je pense que je mettrai un petit lien directement en description, justement pour ton Calendly, je pense. Yes, avec plaisir. Littéralement. Donc effectivement, tous ceux qui ont des infos à demander et qui veulent justement en savoir plus sur comment se lancer et être bien accompagné tout simplement, je pense que du coup tu seras dispo pour répondre à tout ça. Donc c'est royal, merci pour ça. Mais est-ce que tu avais un petit mot de la fin ou quelque chose Mon petit mot de la fin, bon, je l'ai répété, je pense, assez souvent dans la vidéo, mais très important en vrai, faites-vous accompagner. On se rend pas compte en fait de la charge du coup, que ce soit
charge classique, mais aussi mentale. Sur la partie administrative, faites-vous accompagner, déléguer. En fait, plus vous allez déléguer assez rapidement et dès le démarrage, plus vous allez pouvoir vous concentrer et accélérer votre croissance sur votre activité. Je sais que d'expérience, on le fait jamais, hein, mais voilà, on veut toujours un peu tout toucher à tout. Ouais. Mais non, clairement, déléguer, faites-vous accompagner. Franchement, c'est super important et même pour vous, ça va vous soulager d'un poids. On se rend pas compte, mais qui est super important et super lourd. Clairement. Ouais, c'est de la charge mentale, quoi, tout simplement. Clairement. Bah écoute, trop cool. Donc voilà, je vous mets le petit lien en description si vous voulez prendre rendez-vous avec Corentin pour discuter de tout ça. Et sinon, bah, on va tourner une série de vidéos directement avec lui. Donc je vous laisse vous abonner directement, comme ça on se retrouve très vite. Allez, ciao! À bientôt.